Bienvenue, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Son nom, à lui seul, évoque intransigeance, fermeté et rigueur. Son leitmotiv, la sécurité d'abord, la démocratie après. À 62 ans, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi, c'est de lui qu'il s'agit, dirige et de maître l'Égypte depuis 2014. Il dit vouloir une Égypte forte, sûre, débarrassée du terrorisme. Mais à quel prix? Comment se porte l'Égypte sous le règne du maréchal Abdel Fattah al-Sisi? Pour en parler, j'ai avec moi trois invités. Monsieur Moha Harb, vous êtes le président du Code Égypte, collectif pour la démocratie en Égypte. Bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Bouzid Isharalen, vous êtes vous journaliste. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous pour l'invitation, Richard. Et Jemal Taleb, notre éditorialiste, est avec moi. Merci Jemal Taleb d'avoir accepté notre invitation. Merci Richard, c'est toujours un plaisir. Il a fait un coup d'État, il a déposé un président démocratiquement élu et depuis, plus rien n'arrête le maréchal Abdel Fattah al-Sisi dans sa politique jugée autoritaire. Mais qui est le maréchal Abdel Fattah al-Sisi et que reste-t-il de la révolution égyptienne de 2011? C'est au sujet de la rédaction signée Graziella Chakounté. Juin 2013. 14 millions d'Égyptiens, après avoir obtenu le départ d'Hosni Moubarak, se massent à nouveau place Tahrir pour déchoir Mohamed Morsi, leur président bien élu, mais mal aimé. Ils aspirent à plus de liberté et de démocratie, et un homme semble la garantir, le maréchal Abdel Fattah al-Sisi. Aidé par des médias majoritairement acquis à sa cause, l'auteur du coup d'État sanglant contre le président Morsi bâtit l'image d'un homme de poigne, sauveur de la nation face à sa dénaturation par les frères musulmans et proche du peuple. Sans surprise, il est élu avec 97% des voix à la présidentielle de mai 2014 et délivre face au Parlement un message d'espoir. Les défis auxquels notre nation fait face légitiment les inquiétudes et les peurs qui nous habitent. Les réalisations sans précédent qui ont été accomplies avec la volonté des Égyptiens ne peuvent donner que l'espoir et transformer cet espoir en un devoir national. À cet instant, le peuple égyptien ne sait pas grand-chose de son nouveau leader. Il a fait campagne en évitant la foule, préférant les réunions en petits comités aux grands meetings publics. Mais très vite, le maréchal providentiel entreprend de bâtir une nouvelle Égypte. Une répression sanglante s'abat contre les frères musulmans et l'opposition. Mais pour les habitants du Caire, la priorité semble être le pain. Le régime actuel, donc la justice avec le gouvernement égyptien, tente de finir une fois pour toutes avec les frères musulmans comme force politique de première influence en Égypte. Seulement, la répression s'élargit aux militants pro-démocratie. Les libertés sont bafouées et les prisonniers politiques se comptent par milliers au nom de la stabilité. Personne ne peut dire que la guerre de l'Égypte contre les terroristes est facile. Ce n'est pas une guerre que vous pouvez gagner en un seul combat. C'est une guerre spéciale. Les terroristes font la guérilla, ils ont de solides équipements et ils ont l'aide des forces extérieures. La lutte contre le terrorisme, un argument précieux pour justifier une politique de répression tous azimuts. Désormais, le président al-Sisi contrôle son peuple d'une main de fer en lui faisant miroiter paix et croissance économique. Seulement, son gouvernement peine à surmonter la crise et à mettre fin à l'insurrection djihadiste. Dans les rues du Caire, la désillusion gagne du terrain. D'aucuns parlent de révolution confisquée, d'autres de prémices d'un nouveau tourbillon. Monsieur Taleb, ce jour-là, le 30 juin 2013, à 19h précisément, Abdel Fattah al-Sisi, qui était encore général, dit au président Morsi, tu n'es plus président, pas avec dignité. Qu'est-ce qui justifiait ce coup d'État? C'est très compliqué de mettre des mots simples sur une situation compliquée. La situation égyptienne est très compliquée et donc nous essayons, nous, du haut de notre plateau à Paris, de l'analyser. Donc nous devons le faire avec beaucoup d'humilité et beaucoup de prudence. C'est un très grand pays, c'est un pays pivot de la région,
près de 90 millions d'habitants. 1 million de kilomètres carrés. Une capitale, le Caire, 23 millions d'habitants. Et quand vous arrivez d'un côté, vous ne savez pas ce qui se passe de l'autre. Et donc, imaginez un instant le feu qui brille dans ce pays immense, important et stratégiquement fondamental pour la stabilité, non pas de cette partie d'Afrique, mais de tout le Moyen-Orient et probablement du Golfe. Il n'y a pas de doute là-dessus, les frères musulmans arrivés au pouvoir étaient plutôt désirés. Mais ils n'étaient pas désirés eux-mêmes. Ils ont bénéficié d'une situation qu'ils n'ont pas provoquée. La révolution, ils ne l'ont pas faite, c'est la jeunesse égyptienne qui l'a faite. Tout à fait. Ils ont gagné des élections alors même qu'ils ont envoyé le dénominateur le plus faible de chez eux. Le chef naturel des frères musulmans, de la confrère des frères musulmans, c'est Mohamed el-Badi'. Ce n'est pas lui qui est parti. Ils ont fait partir celui auquel, d'ailleurs, finalement, ils ne croyaient pas. L'organisation des élections est telle que finalement ils ont réussi. Et quand ils ont réussi, Mohamed Morsi est arrivé au pouvoir. Il était faible, fragile. Troisièmement, mais démocratiquement élu tout de même. Mais sans aucun doute, sans aucun doute. Troisièmement, arrivé dans une situation très compliquée. La confrérie des frères musulmans est arrivée à un schéma qui ne lui réussissait pas fondamentalement. Pourquoi ? Elle est tiraillée à sa gauche par l'institution militaire qui est présente, même si à l'époque le commandant suprême des forces armées a joué le jeu. L'armée, la présence de l'armée, il faut toujours se souvenir que l'armée en Égypte est un État à part, c'est-à-dire qu'elle a ses marchés, ses commerces, sa compagnie aérienne. Avec une grosse part du PIB du pays. Et donc voilà, et donc c'est une institution, c'est même un État à part. Et de l'autre côté, ils sont tiraillés entre la force de ce qu'on appelle donc les salafistes. Et n'oubliez pas, quand les salafistes et les frères musulmans, on était à 60% du corps électoral. Et donc, on était dans une situation, somme toute, assez compliquée. Et donc, arrivé de Mohamed Morsi dans cette situation-là, et il était, pas préparé pour l'élection, pas préparé pour le poste, et pardon, il est arrivé dans un costard beaucoup trop grand pour lui. Et donc, la gestion de la situation lui a échappé. Quand elle lui a échappé, on est arrivé dans une situation d'instabilité qui a conduit ce pays, qui a failli conduire ce pays dans un chaos. Quand vous dites la gestion lui a échappé, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire qu'il n'a pas été capable de faire face à la situation, à une meilleure gestion de sa droite, c'est-à-dire la confrérie les salafistes. Deuxièmement, à un meilleur équilibre de la situation avec l'armée. Et puis troisièmement, la chose la plus importante, c'est que le rapport avec les pays voisins, le rapport avec les bailleurs de fonds traditionnels et le schéma très compliqué qu'il doit avoir avec l'Arabie Saoudite, le Qatar, mais pas seulement, les États-Unis, Israël. Et donc, Mohamed Morsi n'étant pas préparé, pas armé, pas suffisamment prêt pour occuper cette charge, les choses lui ont échappé. Et puis, à côté de ça, n'oublions pas, l'Égypte, c'est aussi 8 millions de Coptes. Et le schéma de la relation avec les Coptes était singulièrement compliqué pour Mohamed Morsi. Et donc, arrivé à tout ça, il est arrivé à une situation naturellement qui lui a échappé. Et comme elle lui a échappé, cela a conduit, et il ne faut pas l'oublier, à une réoccupation de la fameuse place Tahrir, à une instabilité chronique permanente. Certains vous diront, les militaires, ils sont pour quelque chose, je n'en sais rien personnellement. Ce que je sais, c'est que Mohamed Morsi, dans le schéma qui était le sien, il n'était pas capable de le faire. Avec nous, le général Abdel Fattah al-Sisi dit donc au président déchu, j'ai le peuple avec moi, il y a 30 millions d'Égyptiens dans les rues, donc mon coup d'État est légitimé. Bon, je vais juste rectifier quelques points. Premièrement, il n'y en avait pas 30 millions. Ce chiffre est impossible. Ce sont ces chiffres. C'est un chiffre impossible d'avoir. Il y a 23 millions dans le Caire entier, sachant que le Caire est énorme. C'est beaucoup plus grand que Paris, peut-être 5, 6, 7 fois Paris. Donc les avoir tous. Peut-être dans l'arrière-pays, y avait-il aussi. Mais tous sur la même. C'est là où je veux en venir. Il y a pas mal de, de chiffres, de faits, de rumeurs qui circulaient. On apportait. Tout ça, c'était infondé. Dire qu'il y avait une instabilité, moi, je ne crois pas à cette théorie. Parce que tout simplement. Vous ne croyez pas à l'instabilité de votre pays sous les frères musulmans, sous Mohamed Morsi? Il faut dire une chose. Déjà, les frères musulmans ont avancé un pion, sachant que les décisions sont prises collectivement chez eux. C'est pas on a mis n'importe qui le plus faible, des choses comme ça n'existe pas. Connaissant bien les frères musulmans, c'est pas comme ça qu'ils fonctionnent. Mais il faut être très clair sur un point. S'il vous plaît. On avait en face de nous. On a disqualifié pratiquement tous les acteurs de la vie politique. Les salafistes, c'était juste vraiment quelque chose de. C'est très minime. Hein. C'est pour dire que c'est une force politique, c'est se tromper politiquement. Y avait-il un soulèvement populaire? Le fait qu'il y ait un soulèvement populaire, pour moi, c'est une bonne chose. C'est une garantie que c'est une démocratie naissante. D'accord. Mais il y avait une demande populaire. Ce qu'il faut noter, c'est que, premièrement, qu'est-ce que ce soulèvement avait demandé? Il avait demandé des élections présidentielles anticipées. Parce qu'ils avaient peur de certains points où ils pensaient qu'il y avait un risque de chaos économique.
Donc si on regarde bien les choses aujourd'hui, on nous disait, on avait fait toute une pétition, on nous disait signer cette pétition au risque que le dollar monte à 7 livres égyptiennes. Vous, aujourd'hui, juste une chose, oui. fini. Au risque que ce dollar monte à 7 livres égyptiennes. Aujourd'hui, le dollar est à 20 livres. C'est la désillusion aujourd'hui. Donner l'impression que c'était une instabilité. Avez-vous soutenu le coup d'État? C'est un événement que vous avez accueilli avec satisfaction. Moi, j'ai des amis dans tous les parts d'Égypte. J'étais pour que les gens s'expriment à Place Tahrir. Je trouve ça tout à fait normal. D'ailleurs, une démocratie a forcément une opposition, donc j'étais d'accord. Même si, au fond, je leur ai dit, c'est pas une bonne idée, parce que le seul acteur qui sera encore viable de gérer un pays, ce sera l'armée, et donc ils vont nous passer devant, c'est sûr. Et c'est ce qui s'est passé. Logiquement. On peut dire quoi? Qu'il y a eu finalement 2 révolutions en Égypte? Moi, je dirais que l'exemple égyptien, c'est un exemple à prendre avec des pincettes, vraiment avec des pincettes, parce qu'il y a peut-être beaucoup de paramètres que nous, ici, on ignore. C'est vrai qu'on a entendu, on a écouté des analyses, des avis, etc., d'une part et d'autre, mais il faut savoir une chose, qu'il y a eu un processus électoral démocratique qui a été interrompu. C'est vrai que les frères musulmans ont gagné les élections d'une manière démocratique. Là, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites que les frères musulmans représentent une minorité. S'ils représentent une minorité, ils n'auraient pas gagné les élections. On est bien d'accord sur ça? Non, parce qu'aujourd'hui, non, parce que en fait, quand on avait les élections, il y avait soit lui, Morsi, qui représentait, parce qu'il faut le dire, peut-être qu'ils n'ont pas déclenché la révolution, mais ils ont participé. Non, ils ont participé. Mais il y avait soit lui, soit Shafik. Donc tous les gens qui étaient autres que l'armée n'ont pas voulu revoir l'armée au pouvoir, ce qui est tout à fait logique, parce qu'on a vécu quand même 1 an et demi de transition avec l'armée, où il y a eu pas mal de heurts et moi, je pense que c'est très rapidement, oui. Je pense que c'est les populations, je parle nord-africaines, où il y avait des soulèvements populaires, qui ne sont pas eux-mêmes prêtes pour une, peut-être entre guillemets, une démocratie ou une, comme l'a dit mon cher confrère tout à l'heure, une dignité. Parce que pour préparer une révolution, ce qu'on appelle une révolution des pays arabes, ce qui n'est pas le cas, je pense que c'est des soulèvements. Pourquoi? Parce que quand on dit une révolution ça se prépare. Une révolution, ça se réfléchit. Parce que pour faire une révolution, il faut le contenu politique. Un projet politique. Exactement. Une révolution peut être spontanée. Elle peut aussi être spontanée. Bien sûr, mais aussi il faut. Il n'y a pas de préparation obligatoire d'une révolution. Laissez-moi juste terminer pour vous expliquer qu'est-ce qu'il faut préparer. Il faut préparer justement la période de transition. Parce qu'on a beau à faire face, le cas de l'Égypte, c'est vraiment un cas concret. Donc on a fait face à un système dictateur, on a renversé ce système, il y a la chute du dictateur, mais après. Oui, tout ça n'a pas été préparé. On n'a pas. Justement, c'est ce qu'on a. C'est un point important que vous évoquez. Il y a beaucoup d'analystes, effectivement, qui disent que, mais ça vaut aussi pour la Tunisie, on ne peut pas vraiment parler de révolution, on peut parler de révolte populaire, de soulèvement populaire, parce qu'il n'y a pas un projet politique derrière. La preuve, ça a échoué pratiquement. Il y a 2 mondes arabes. S'il vous plaît. Il y a 2 mondes arabes, il faut toujours avoir ça en tête, le Mashraq et le Maghreb. Au Maghreb, même si c'est pas de grande démocratie rodée, c'est des systèmes qui respirent. Les soupapes démocratiques fonctionnent. Et on ne peut pas considérer qu'elles ont une comparaison possible avec donc, ce qu'on appelle le Mashraq. Donc, le monde arabe de cette partie-là. Le monde de cette partie-là ne connaît pas généralement la démocratie. L'Égypte, elle est un cas singulier, il faut toujours se souvenir. Ce pays avait un parlement en 1830. Ce pays est le cœur de la civilisation du monde arabe. Ce pays a une histoire absolument extraordinaire et le rayonnement dépasse tout le continent africain. Donc ce n'est pas n'importe quel pays. Il a été géré pendant très longtemps par une monarchie qui n'était pas sympathique, je suis gentil de dire ça. Puis après, le leader Nasser, qui n'était pas un grand démocrate, mais qui était tellement charismatique et il portait des valeurs tellement fortes qu'il était accepté par tout le monde. Puis arrive donc le président Sadat, qu'on appelle donc le pragmatique. Le président Sadat pragmatique arrive au pouvoir, puis après il est suivi au pouvoir par hasard, par Moubarak, qui n'était ni préparé encore une fois, ni destiné forcément à devenir président. Il devient président, il instaure un système qui petit à petit a dérivé vers la dictature, dérivé vers le clientélisme, et l'Égypte, qui est le pays du bouillonnement politique par excellence, ça n'est un tout petit peu accommodé jusqu'à ce que ça ne soit plus possible. Pourquoi ça n'est plus possible? Ça n'est plus possible parce qu'il faut toujours faire le distinguo entre l'Égypte et les autres. Il y a une classe moyenne importante en Égypte. Et donc, elle est capable. Et justement, que voulaient les Égyptiens sur la place Tahrir en 2011, justement? Parce qu'il y a une classe moyenne importante. Il y a une jeunesse de plus en plus importante. Et donc, le niveau d'éducation est très élevé. Quand vous faites d'ailleurs la comparaison entre l'Égypte et le Yémen, vous voyez tout de suite la différence. C'est un pays qui a une base et une assise, une colonne vertébrale politique et idéologique assez importante. Et donc, il était tout naturel
que la jeunesse égyptienne, à ce moment-là, demande autre chose que le pouvoir de Moubarak. Mais enfin, voyez-vous, la vie d'un peuple, la vie d'histoire d'un peuple ne se résume pas à des anecdotes. Ce sont toujours des secousses qui sont obligatoires, en tout cas qui peuvent arriver dans l'histoire d'un pays. Et j'en aurais fini. Pardon. J'en aurais fini. Oui. Puis après, le maréchal Tantawi et la junte militaire à cette époque-là, personne ne peut leur reprocher de ne pas avoir joué le jeu de la démocratie. Ils l'ont joué jusqu'au bout. D'ailleurs, on raconte pour la petite anecdote que quand les frères musulmans sont arrivés au pouvoir, et donc leur représentant, qui n'était pas leur chef encore une fois, Mohamed Morsi, ils sont allés identifier un officier qui, semble-t-il, serait proche de leurs convictions, proche de leur idéologie. Et ils ont cherché celui qui est le plus pieux et le plus religieux, qui ne rate jamais la mosquée, y compris donc le matin très tôt. Quand ils l'ont pris, ils l'ont identifié, est arrivé au pouvoir. Pardon, lui il dit, je n'ai jamais cherché le pouvoir, la situation s'est imposée à moi. Et donc, je pose le schéma suivant, l'ordre et la démocratie, lequel on préfère, tous les pays au monde préfèrent à la fois l'ordre et la démocratie. Parfois, dans nos pays, et dans l'Égypte, en tout cas celle-là, nous allons approfondir ce point. J'en aurais fini. Oui, le choix était donc pour le maréchal El-Sisi, l'ordre d'abord, la démocratie dans un premier temps. Moi, ce que je déplore et je regrette, il faut qu'on soit clair, je peux ne pas être d'accord avec beaucoup de téléspectateurs, j'ai un a priori favorable à l'ordre. C'est comme ça. À l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Donc vous êtes d'accord avec lui quand il dit la sécurité d'abord, la démocratie on verra après. Pas du tout. Là où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est qu'il y a toujours une limite pour moi, c'est le sang. C'est l'effusion du sang, c'est de tuer ses compatriotes. Et donc, quand il y a eu les crimes, c'est pour moi une ligne rouge. Et donc, ça m'embête. J'aurais aimé que l'ordre existe pas dans ce pays sans qu'il y ait des vies humaines perdues. Et je pense encore une fois que c'est toujours le schéma qu'il faudrait prendre en considération à chaque fois que nous allons faire une analyse sur de telle situation. Cela dit, moi, j'ai fait l'Égypte, et j'en aurais fini, j'ai fait l'Égypte pendant la période de Morsi. Et quand vous voyez l'instabilité chronique, mais extraordinaire, c'est-à-dire que ce pays ne vivait même plus. Et que vous voyez la situation actuelle, vous dites un peu de démocratie, ça ne fait pas de mal, beaucoup d'ordre, ça fait du bien. Quelque chose à très rapidement, M. Rab, alors en quelques secondes, le président déchu dit au maréchal Abdel Fattah al-Sisi, c'est un coup d'État que vous faites, les Américains ne le permettront pas, et pourtant, les Américains s'en sont bien accommodés. Après, ce sont deux choses différentes. J'ai entendu plein d'après. Très rapidement, mais alors très rapidement. Ça, oui, on avait vu, on a entendu ce qui est du contexte interne. Ça me surprend, parce que c'est des choses que j'entends, l'instabilité et compagnie, comme si il vient de dire, le monsieur, que c'était une plateforme politiquement très très importante. C'est un site géostratégique, l'Égypte. Donc, considérer que le bien du peuple est pris en considération, c'est pas vrai. Les États-Unis, elles gèrent par rapport à ses intérêts, comme tout grand pays. Comme tout grand pays, comme donc je pense pas les autres puissances, y compris par rapport à l'accord qu'ils avaient avec les États-Unis, parce qu'il faut être logique, hein, pour gouverner un pays dans le Moyen-Orient, il faut avoir des alliances avec des pays de premier ordre. Et je propose. Les États-Unis, certes, peut-être au début, ils avaient peut-être un accord avec Morsi, mais peut-être qu'ils ont trouvé un accord juste plus favorable avec Morsi. Pourquoi vous avez besoin de chercher à chaque fois la solution? Je propose. Mais la solution est possible chez les Égyptiens et entre eux. Eh bien, on va approfondir justement. Explication ailleurs, alors qu'on est capable de le faire. Je finis juste un mot. Depuis qu'Al-Sisi est arrivé au pouvoir, dites-vous bien, dans ce géopolitique de la région compliquée, on se dit il est aligné sur l'Arabie Saoudite. Pourtant, il a des rapports plus corrects avec la famille Assad. On se dit il va suivre le schéma américain. Ça n'est pas tellement vrai parce qu'il ne soutient pas Jabhat al-Nusra. On a vu, il n'a jamais d'ailleurs été reçu par Barack Obama à la Maison Blanche. Cher monsieur, je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la deuxième partie de notre émission. À tout de suite.